Bonjour à tous. Merci encore pour votre présence pour notre second webinaire destiné particulièrement aux employés des PME. La semaine dernière, le webinaire qui a eu lieu était destiné aux dirigeants et aux responsables RSSI. Aujourd'hui, nous ciblons les employés des PME, sachant qu'ils ont un grand rôle à jouer aussi dans la lutte contre les cybercriminels. Donc, il est 10h14. Nous avons 14 participants. Les uns et les autres vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, je veux savoir si M. Conan et M. Yoda m'entendent et me reçoivent, voir si on peut commencer ou s'ils souhaiteraient qu'on attende juste 2 ou 3 minutes. Moi, je vous entends, Evelyne, merci beaucoup. Je pense qu'on a 18 participants. Donc, si M. Conan donne le go, on peut démarrer. Oui, c'est bon, on peut démarrer. D'accord. Donc, à notre traditionnel, nous avons toujours M. Yoda avec nous qui va servir de modérateur. Donc, M. Yoda, je vous laisse la parole pour introduire M. Conan. Merci beaucoup. Merci, Evelyne. Merci à tous d'être connectés à ce second webinaire, je dirais la deuxième session du Cybermois. Je pense que Agili a vu juste, effectivement, en essayant de coller un peu au contexte de l'actualité. Vous savez, le mois d'octobre est le mois du Cybermois. Et en fonction, effectivement, de ce contexte, Agili a proposé 2 webinaires. Le premier, c'est comprendre les cyber-risques pour les PME et les prévenir. Et c'était le 21 octobre passé. Nous avons eu la chance, je dirais, de pouvoir bénéficier des orientations de M. Gérard Conan, le CEO de Agili, qui nous a appris beaucoup de choses, énormément beaucoup de choses, comment gérer les emails malveillants, les antivirus, former le personnel, les questions de sauvegarde, les questions de mise à jour, les questions des ransomware, par protéger les emails avec des outils comme Quiet9 et puis également DMARC. Je pense qu'on a appris beaucoup énormément le 21 octobre passé. Et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième session de webinaire, comment éviter les cyber-risques pour les employés des PME. Et donc, cette session est dédiée aux employés. On estime qu'en général, dans la lutte contre les cyber-risques, les employés sont un peu le maillon faible. Et donc, il était important, effectivement, de toucher à la fois les décideurs et en même temps également les différents employés. Donc, pour animer ce second webinaire, nous avons encore la chance d'avoir M. Gérard Conan, le CEO de Agili. Gérard Conan est un professionnel multidisciplinaire, parfaitement bilingue. Il est entrepreneur, il est CEO de Agili. Il est consultant et coach, passionné de technologie digitale. Il est le directeur général de Agili. C'est une entreprise partenaire des géants de l'informatique que sont Microsoft et IBM, Checkpoint, Kaspersky, Acronis, Oracle et bien d'autres. Il est par ailleurs membre du GOTIC, le groupement des opérateurs de TIC. Il est également architecte solutions IT et expert cloud cybersécurité et certifié CISSP. Monsieur Gérard Conan est diplômé de l'ESCA, l'école de commerce de l'INPHB de Côte d'Ivoire, en marketing et communication vente depuis 2000. Donc, c'est quelqu'un de suffisamment expérimenté. Il est également certifié de l'Université de Brighton en Angleterre et également certifié de l'Université IM Lyon, France. Donc, je vous laisse dans les mains de notre expert, M. Agili, notre expert de Agili, le CEO de Agili, M. Gérard Conan, pour effectivement, avec les employés des petites et moyennes entreprises, nous dérouler comment éviter les cyber-risques pour les employés. M. Gérard Conan, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mamadou, pour cette belle introduction. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints encore une fois pour cette deuxième session de webinaire de notre série de webinaires pour le Cybermois. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Mais, cette présentation a été conçue pour être vraiment simple et un peu directe. On ne pourra pas couvrir l'intégralité
on va dire, des risques que courent les entreprises ou les employés, mais on essaiera de mettre vraiment l'accent sur ce qui est essentiel, ce qui est vital, et dans le jargon, les contrôles de sécurité qui permettront de réduire considérablement les risques de sécurité si on les suit. Donc, vous verrez que la présentation est très illustrée. Il y a beaucoup de textes comparativement à ce que nous avons l'habitude de faire. L'objectif, c'est aussi de faire en sorte que le document que vous allez recevoir par PDF puisse vous servir également de manuel avec le maximum d'informations qui sont écrites en phrases complètes pour pouvoir servir à un double but. Donc, ne soyez pas choqués si vous voyez beaucoup de textes sur les slides. Essayez de vous concentrer sur ce que je dis, puisque je vais résumer et on ne pourra pas tout lire à la fois. Alors, on fera une brève introduction pour parler de la nécessité de ce type de session, l'importance de la sensibilisation à la cybersécurité. On parlera également des menaces courantes. On abordera 4 menaces particulières qui sont des menaces qu'on considère comme étant standards et banales. Et on s'attarde plus sur 4 autres menaces qui sont la sécurité mobile, les mots de passe, le phishing et le ransomware. Donc, pour chacune des menaces abordées, on combinera à la fois une brève description de cette menace-là, avec quelquefois des exemples ou des anecdotes, et on passera tout de suite à des conseils et des recommandations que vous devrez appliquer ou recommander à vos employés ou vos collègues d'appliquer pour justement réduire les risques. Alors, aujourd'hui, les cybercriminels sont de plus en plus répandus. Pour quelles raisons? La raison est très simple. Les outils pour pouvoir devenir hacker sont devenus totalement banalisés. Pour voler de l'argent, par le passé, vous étiez obligé de vous armer de fusils ou de pas mal de choses pour aller braquer une banque. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment nécessaire d'être aussi équipé pour voler de l'argent ou pour s'enrichir illégalement. Il suffit d'aller chercher sur Internet, de trouver ou sur des groupes de discussion comme Telegram et autres, de trouver un forum dédié à la cybercriminalité et de demander les services d'une entreprise de hacking. Voilà, parce que les choses sont ainsi organisées désormais. Et donc, en louant les services de certaines entreprises qui sont très bien organisées, très bien outillées, et qui vont banaliser en fait leurs services en les louant à des prix vraiment très bas, vous pouvez commander une attaque ou demander une attaque et partager le revenu de ces attaques-là. À titre d'exemple, vous pouvez acheter pour quelques dollars, 20 dollars, 30 dollars, des informations de cartes de crédit, voilà, qui ont été volées. Et ces cartes de crédit sont volées par des grosses organisations criminelles à travers plusieurs techniques. On essaiera d'en voir quelques-unes. Et une fois qu'ils ont récolté ces informations de cartes de crédit, ils les remettent en vente à hauteur de 10 dollars, c'est-à-dire 5 dollars par carte volée. Et puis, le petit criminel qui a envie d'aller faire des achats en ligne frauduleux va aller acheter pour 10 dollars ou 20 dollars ou 50 dollars quelques-unes de ces cartes. Et puis, il va se rendre sur des sites pour effectuer des achats avec ces cartes qui ont été volées pour une poignée d'argent. Donc, c'est devenu très courant. Et il y a un autre élément qui est très important, c'est l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale cible les personnes. Okay? C'est un moyen pour un pirate de tromper un individu, généralement l'employé d'une entreprise, et passer par cet employé-là qui est, comme l'a dit Yoda, un maillon faible, et l'utiliser, le tromper pour pouvoir obtenir des informations qui vont lui permettre de mener une attaque. En général, les pirates savent que les entreprises sont hyper protégées. La semaine dernière, j'ai assisté à une séance de formation avec une démo, et un hacker éthique, ce qu'on appelle les white hats, faisait une démonstration pour montrer comment il était en mesure
de prendre le contrôle du site web ou de l'application web d'une entreprise, qui a été pourtant très bien protégé par plusieurs mesures de sécurité venant de l'extérieur. Alors, quand je me suis mis à suivre la démo, j'étais très curieux puisque nous vendons des solutions de sécurité et je me demandais mais comment est-ce qu'il va faire pour contourner les protections que l'entreprise a. Et je vais vous expliquer très simplement. Ce qu'il a fait, il est allé sur Facebook, il a surveillé une personne qu'il a prise pour cible dans l'entreprise qu'il veut attaquer. Et il y a quelqu'un qui a posté sur Internet une annonce pour dire, voilà, j'ai ce livre-là à vous fournir en PDF gratuitement. Si vous le voulez, il faut mettre votre adresse email et je vous enverrai le livre. Et il se trouve que l'employé qui a été ciblé par le hacker a mis son adresse email en dessous de cette publication. Donc, qu'est-ce que le pirate a fait? Il a récupéré l'adresse email en question et ensuite, il a fabriqué un message contenant un fichier qui correspond au fichier que l'autre a promis envoyer. Et ensuite, il s'est fait passer pour ce dernier et a balancé le document. Donc, évidemment, l'employé, sans hésiter, a téléchargé le fichier et l'a installé. Et voilà comment le pirate a pu s'introduire dans l'entreprise en faisant justement de l'ingénierie sociale très ciblée et en trompant un employé. Donc, c'est important de savoir qu'une simple erreur d'un employé peut causer beaucoup de dégâts à une entreprise. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est très important de faire ce genre de sensibilisation, de mener ce genre de formation. Donc, on considère que l'employé est le maillon faible, mais il est également, j'ai envie de dire, une première ligne de défense contre les cybermenaces, parce que si l'employé est bien formé, il peut être l'élément qui fera la première barrière face à une attaque cybercriminelle qui cible une entreprise. Donc, concernant les menaces courantes, on va commencer par les menaces liées au Wi-Fi. Aujourd'hui, avec le télétravail qui s'est généralisé, on se retrouve très souvent à travailler dans des endroits publics, un restaurant, un hôtel, le hall d'un hôtel. Et souvent, sur ces réseaux, on se connecte avec nos équipements professionnels sur le Wi-Fi qu'on trouve dans ces endroits publics-là. Parfois, ces Wi-Fi sont ouverts, donc libres d'accès pour tout le monde. Parfois, ils demandent un code ou de s'identifier simplement. Mais dans la plupart des cas, ces Wi-Fi sont ouverts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les pirates sont en mesure, et ils le font très souvent, de proposer dans le même rayon des réseaux qui auront les noms ou des noms qui seront similaires à ceux de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, vous êtes dans un café ou dans un hôtel, mettons Sofitel, un pirate est en mesure de se mettre juste à côté ou dans le hall du même hôtel, mettre une box Wi-Fi et afficher également Sofitel comme nom de sa box. Et si vous ne faites pas attention, vous pourriez vous connecter à ces réseaux pirates et ensuite, le pirate sera en mesure de copier et de visualiser toutes les informations que vous allez rentrer à partir de votre ordinateur. Donc, pour cette raison, il faut déjà vérifier toujours la légitimité du Wi-Fi auquel vous vous connectez. Si vous envoyez 2 ou 3, il faut se rendre, on va dire, dans le hall ou auprès du personnel de l'établissement pour confirmer parmi les réseaux que je vois lequel est effectivement celui de l'établissement. Il faut également surtout éviter d'accéder à des informations qui sont trop sensibles, comme par exemple consulter votre compte en banque dans un café ou dans un restaurant. S'il n'y a pas urgence, il vaut mieux éviter ce type d'activité ou vous connecter simplement à votre messagerie d'entreprise sur un Wi-Fi qui est public. À minima, contentez-vous simplement de surfer, visiter des sites ou aller sur des informations, prendre des informations qui ne sont pas sensibles,
mais il faut éviter, tant que faire se peut, de se connecter et de mener des activités qui peuvent être facteurs de risque. Et enfin, il est recommandé d'utiliser des VPN, pas n'importe lequel. L'idéal, c'est d'utiliser des solutions VPN fournies par vos entreprises, parce qu'on fait ce webinaire dans le cadre des entreprises, donc des PME, parce que certains, même des solutions VPN qui sont dites gratuites, peuvent être également piratées. Voilà. Bon, la dernière fois, on a parlé de Quad9, qui est une solution que les entreprises peuvent mettre en place gratuitement. Donc, ça peut être une solution pour pouvoir éviter de tomber sur les sites qui sont malveillants. Donc, deuxième menace courante, c'est la clé USB. Aujourd'hui, la clé USB est devenue une véritable commodité, même si avec le cloud, il y a une tendance à la baisse, mais tout le monde quasiment utilise une clé USB pour transférer des fichiers et on se promène avec ça dans nos sacs et sur nos tables un peu partout. Mais ces équipements-là peuvent se perdre, donc une clé USB peut se perdre et elle peut nous échapper, elle peut être volée parce qu'elle est toute petite. Et dans ces cas-là, des informations vraiment critiques peuvent également être divulguées parce que nous avons perdu une clé USB. Je ne sais pas si pour vous, il vous est arrivé d'avoir des appels de personnes qui essaient de se faire passer pour une de vos connaissances, qui savent à peu près tout sur vous, sur les endroits où vous avez travaillé. Mais c'est vrai que c'est une pratique qui est devenue courante aujourd'hui. Mais moi, il y a 10 ans, j'avais déjà reçu plusieurs appels de personnes qui savaient exactement les entreprises que j'avais faites. Et je me suis rendu compte que c'est arrivé parce que j'ai laissé une clé USB avec mon CV dessus dans un cybercafé il y a à peu près 10 ans. Donc, les clés USB peuvent contenir des informations très, très, très sensibles, et il est donc important de les protéger. Donc, dans le cas d'une entreprise, l'employé doit se sentir responsable, protéger sa clé avec un mot de passe, donc ça relève de notre responsabilité individuelle. Certaines clés aujourd'hui permettent de crypter les données qui sont dessus et surtout, une clé, elle doit servir à déplacer des informations, pas à les conserver. Donc, si je prends un fichier important pour le transférer d'un poste à un autre ou d'une personne à une autre personne, et quand j'ai fini cette activité, il faut que je supprime l'information que j'ai transférée de la clé. Parce que, évidemment, ça permet également de limiter les risques en cas de perte ou de vol de cet équipement-là. Alors, les réseaux sociaux, les médias sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, etc. On passe tous une bonne partie de nos journées à les utiliser et c'est tout à fait normal si nous sommes tous tout le temps sur ces systèmes. C'est normal que les cybercriminels également puissent l'utiliser comme leur terrain de chasse préféré aujourd'hui. On ne peut jamais faire confiance à quelqu'un qui est à l'autre bout du fil, ni même faire confiance à 100% à une page ou à un profil que nous voyons, parce qu'il est très facile pour un pirate de créer un compte, de l'usurper, de cloner simplement un compte. Il prend vos identifiants, vos photos, il crée un second compte et avec ce type de technique, on peut causer également beaucoup de dégâts. On peut se faire usurper, tout le monde peut se faire tromper par des cybercriminels en utilisant les médias sociaux. Donc, pour pouvoir éviter le risque de se faire escroquer ou simplement de se faire pirater son poste de travail parce qu'on croit avoir confiance à la personne qui nous écrit ou nous envoie un fichier, il faut vraiment être extrêmement prudent. Je vais raconter, par exemple, un cas qui est arrivé très fréquemment dans le courant de l'année dernière. Il y a des entreprises ou des personnes qui ont des pages Facebook qui deviennent très populaires parce qu'elles ont une passion, elles ont un sujet qui leur tient à cœur. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus des influenceurs qui passent du temps à investir dans une communauté qui est parfois très, très importante pour eux. Et souvent, des blogueurs ont ces communautés-là et tout leur, on va dire, business model est adossé
à cette population qui les écoute et qui les suit. Donc, on considère que c'est un actif très important et il s'avère que cette population ou cette richesse intéresse également les pirates. Ils ont une approche qui consiste à vous proposer de monétiser votre communauté, vous aider à gagner de l'argent en se faisant passer pour une régie publicitaire. Et la première technique est de vous demander de les autoriser, de leur donner les autorisations pour administrer votre page. Mais dès que vous le faites, ils prennent le contrôle de la page et vous éjectent vous-même en tant qu'administrateur pour vous rétrograder au niveau d'un simple utilisateur et vous perdez totalement ainsi le contrôle de votre page. Après, ils s'en servent pour envoyer des publicités, parfois basées sur des images à caractère pornographique, à la limite, et c'est eux qui se font de l'argent avec la communauté que vous avez passé votre vie à constituer. Donc, il faut être très prudent face à des propositions qui sont trop alléchantes, tout ce qui paraît trop beau, trop intéressant, il faut faire hyper attention. On vous propose une promotion ou telle entreprise donne telle chose en cadeau pour son anniversaire sur WhatsApp et autres. Il faut toujours éviter ce genre de choses. Personne ne donne rien cadeau tout le temps. Il ne faut pas non plus communiquer en ligne sur les réseaux sociaux des informations relatives à vos entreprises. Donc ça, c'est également un moyen de mettre en danger vos sociétés et même pourquoi pas vous-même. Donc tout renseignement qui peut être confidentiel ou permettre de vous identifier personnellement où vous habitez, où vous travaillez, les voyages que vous effectuez, où est-ce que vous allez, qui vous rencontrez, il faut faire très attention à la publication de ces informations sur les réseaux sociaux. C'est vrai, on est tous portés par cette tendance à vouloir promouvoir nos activités, mais il faut le faire dans un cadre, entre guillemets, purement publicitaire et éviter de dire ou de montrer à tout moment ce que nous faisons ou donner des renseignements sur nos sociétés. Il m'a été donné de voir dans une présentation d'un speaker à une conférence importante, des slides qui ont permis de comprendre toute la stratégie, par exemple, de sécurité d'une entreprise. Voilà, parce que l'intervenant a voulu montrer et n'a pas fait attention à la slide qui était projetée derrière lui. Donc, quand vous parlez sur les réseaux sociaux aussi, c'est toujours de le faire en votre nom propre et donc éviter de mettre la réputation de vos sociétés en danger en parlant au nom de l'entreprise. Utilisez des mots de passe différents pour toutes les plateformes que vous utilisez, donc Facebook, Twitter, etc. Il faut que les mots de passe soient différents pour justement éviter qu'en cas de vol de vos identifiants sur une des plateformes, toutes les autres plateformes soient compromises et ne pas non plus se servir des identifiants d'entreprise sur les canaux sociaux. Voilà. On a des gens, par exemple, qui se servent de leur compte d'entreprise, même login, même mot de passe, ou parfois même mot de passe, pour aller se connecter à des plateformes comme iCloud ou Facebook. Et dans ces cas, si vous êtes piraté sur ces comptes, automatiquement, le pirate a accès aux informations de votre société. Les liens qui sont partagés, les pièces jointes, il faut faire hyper attention. Avant de cliquer, assurez-vous que vous connaissez la personne qui vous a envoyé ces documents. Et même dans ces cas, il faut souvent confirmer avec la personne, est-ce que tu m'as envoyé un fichier que je devrais télécharger? Si ce n'est pas un canal habituel de communication avec cette personne, il faut simplement décliner et supprimer le document. Faites très attention quand vous cliquez sur des liens. Assurez-vous qu'ils sont toujours sécurisés, c'est-à-dire avec HTTPS. Et s'il y a quelque chose d'anormal, fermez tout de suite votre navigateur et alertez votre service informatique. Alors, un autre phénomène, c'est ce qu'on appelle le shadow IT. C'est un mot anglais, c'est informatique, je crois qu'il y a une traduction quelque part, informatique parallèle. Donc, c'est le fait pour un employé d'aller utiliser d'autres outils en ligne, généralement cloud, pour réaliser des activités professionnelles à l'insu du département informatique de la société. Donc, on l'a tous fait plus ou moins dans nos vies à un moment donné, mais aujourd'hui, c'est une activité qui peut être extrêmement dangereuse parce qu'elle pourrait mettre en péril
Excusez-moi, 30 secondes. Donc, ça peut mettre en péril l'entreprise parce que ces plateformes auxquelles vous allez aller souscrire personnellement et les utiliser pour les activités professionnelles n'ont pas été vérifiées, elles n'ont pas été testées et l'entreprise n'a aucun contrôle sur ces plateformes. Donc, s'il se passe un incident, vous n'aurez aucun moyen de vous défendre. Donc, s'il y a un besoin d'une application, il faut toujours informer le département informatique de ce besoin pour qu'eux puissent officiellement vérifier la plateforme en question ou voir s'il n'y a pas un programme équivalent dans l'entreprise qui peut répondre à ce besoin. Voilà. Il faut également vraiment se limiter à des outils qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. Si vous voulez utiliser d'autres outils, productivité, gestion du temps, etc., mais ça sera des choses qui n'auront pas de lien direct avec votre société. Donc, on passe maintenant à des menaces un peu plus spécifiques. Donc, la première qu'on va regarder, c'est les appareils mobiles. Les téléphones peuvent vraiment collecter beaucoup d'informations sur nous. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions et de débats dans les médias à ce sujet, si vous suivez un peu l'actualité. Même quand elle n'est pas spécifique à la technologie, aujourd'hui, on en parle énormément des données qui sont collectées par nos équipements. Avec un téléphone qui est piraté, un pirate peut facilement récupérer vos SMS, votre emplacement, votre localisation, les emails que vous recevez, les photos, vos vidéos et même enregistrer et écouter vos conversations et même pourquoi pas vos appels sortants. On a eu l'histoire de Pegasus il n'y a pas très longtemps où avec cette grosse enquête, on a découvert que plusieurs personnes, des personnalités dans le monde se faisaient espionner avec un simple logiciel qu'on vous envoyait par WhatsApp. Une image que vous recevez ou un fichier que vous téléchargez par WhatsApp peut automatiquement installer un logiciel espion sur votre ordinateur. C'est banal, mais c'est aussi simple que ça. Rien qu'un fichier que vous téléchargez. Parfois, il suffit aussi de cliquer juste sur un lien dans le navigateur et puis automatiquement, votre téléphone est piraté et par ce moyen, les pirates peuvent vraiment réaliser beaucoup de dégâts. Donc, plusieurs mesures à prendre, et les plus essentielles. Le Bluetooth est une porte ouverte de votre téléphone. Donc, si vous ne vous en servez pas, désactivez-le. Le Wi-Fi également. Il ne faut pas laisser le Wi-Fi du téléphone constamment ouvert parce que certains téléphones ont tendance à se connecter automatiquement à tous les réseaux qu'ils voient, surtout si c'est les réseaux qui ne sont pas sécurisés. Mais évidemment, ça pose également problème. Il faut vérifier la légitimité des points d'accès sur lesquels vous vous connectez. Les codes de vos téléphones. Les téléphones doivent être codés. Évitez les 00000. Il faut plutôt mettre des codes qui sont, on va dire, moins basiques, moins banals et protéger vos appareils avec des codes qui changent souvent. Le fait de changer les codes, c'est très important aussi par rapport au contenu que vous pouvez avoir dans vos téléphones et qui pourrait être exposé à vos enfants. Il faut télécharger des applications officielles. On est très souvent tenté d'aller trouver d'autres stores, à avoir des applications un peu exotiques qui sont publiées par ailleurs. Il faut absolument éviter parce que même en étant sur Play Store ou Apple Store, vous courez le risque de tomber sur des applications malveillantes, à plus forte raison en dehors de ces plateformes-là. Si possible, protégez vos téléphones avec un antivirus mobile. Il en existe de gratuits que vous pouvez trouver sur les stores. Et autre point, je pense que voilà à peu près tout. Donc, si vous avez des questions sur ce point, on pourra en reparler longuement à la fin de la séance. Autre élément capital, le mot de passe. Le mot de passe est votre première mesure de sécurité pour
pouvoir vous authentifier ou accéder à une plateforme. Aujourd'hui, un simple mot de passe ne suffit plus pour vous protéger, surtout si le mot de passe n'est pas très fort. Et donc, n'hésitez pas, si l'on vous propose, si la plateforme que vous utilisez offre l'option de l'authentification à double facteur, ou ce qu'on appelle la double authentification, il faut l'activer, il ne faut pas l'éviter. En le faisant, vous vous assurez que, au cas où votre mot de passe est piraté ou est deviné par un hacker, il ne sera pas en mesure de se connecter à votre compte parce que vous aurez une notification au moment où il essaiera. Voilà. Donc, c'est très important. Chaque fois que vous l'avez fait, quand vous voulez vous connecter à un nouveau compte, vous recevez un SMS et ce SMS vous permet de reconfirmer que c'est bien vous qui essayez d'accéder à votre compte. Autre mesure importante, on en a déjà parlé, il ne faut pas utiliser le même mot de passe pour tous les comptes. Voilà. Surtout, ne pas se servir de ces identifiants d'entreprise sur des plateformes personnelles. Et ensuite, quelles que soient les plateformes que vous utilisez, même si on a 2, 3, 4, 10, servez-vous de mots de passe différents. Simplement parce que c'est comme une clé. Si vous la perdez et qu'elle peut ouvrir toutes les portes, à ce moment-là, dès l'instant où votre mot de passe est corrompu, tous vos comptes sont également corrompus et vous en perdrez le contrôle. Donc, pour ceux à qui c'est jamais arrivé, croyez-moi, c'est parfois très, comment on dit ça, perturbant et agaçant de perdre le contrôle d'un compte, que ce soit un compte mail ou un compte de réseaux sociaux. Et les conséquences sur vous, votre entreprise, peuvent être très dévastatrices. Toujours sur le mot de passe, il faut utiliser un mot de passe fort. Parfois, on a peur, non, mais est-ce que je vais m'en souvenir, etc. Servez-vous de gestionnaire de mots de passe pour pouvoir générer des mots de passe et les conserver dans un endroit sécurisé. Mais il faut utiliser toujours des mots de passe complexes, avec au moins 12 caractères, et si possible, aller jusqu'à 14, avoir des chiffres, des symboles, des majuscules et des lettres dans vos mots de passe, mélanger les touches pour que vos mots de passe soient difficiles à détecter ou à capter, même si quelqu'un vous observe. Il faut éviter, on dit de ne pas utiliser les mots du dictionnaire, mais en même temps, on veut s'en servir en mettant des substitutions standards. Mais attention, les pirates savent cela. Ils savent les meilleures substitutions que nous sommes capables de faire et en général, ils seront capables de les deviner, de les casser en quelques minutes si nos mots de passe ne sont pas complexes. Double authentification, j'en ai parlé tantôt. Si la plateforme que vous utilisez le propose, il faut accepter et vous en servir. Souvent, les utilisateurs sont les premiers à refuser quand l'entreprise veut mettre en place la double authentification pour la messagerie, par exemple. Ils sont les premiers à râler. Non, ça me fatigue, c'est compliqué, etc. Mais c'est dans votre intérêt et je pense que vous devriez prendre l'initiative, même parfois, de demander que ce genre de mesures soient appliquées dans vos entreprises. Le phishing. Le phishing est une forme de menace. Je pense que ça doit être la plus répandue aujourd'hui à l'encontre des entreprises. Les particuliers également, en tant qu'individus, peuvent être victimes de ce genre d'attaque. Le phishing, c'est un pirate qui va essayer de se faire passer pour une personne de confiance. Nous, on a reçu cette semaine une série de messages d'une personne qui se fait passer pour un administrateur et qui dit que le mot de passe va bientôt expirer, donc il faut le changer. Excusez-moi, je vois quelques messages ici. Je vois qui c'est. Ah, ok, ce sont des questions. On va y revenir. Votre mot de passe expire bientôt, changez-le. Ou simplement, voilà, il y a telle personne a créé une équipe dans Teams. Il faut cliquer ici pour rejoindre l'équipe ou bien pour voir. Par contre, pourtant, ce sont des attaques de phishing. Dans l'exemple que vous voyez, c'est Netflix, une personne qui essaie de se faire passer pour Netflix et qui trompe l'utilisateur. Donc, souvent, voilà quelques exemples de mails. Ça peut être votre banque enfin, quelqu'un qui se fait passer pour votre banque qui vous écrit pour un risque de fermeture de compte,
un mail pour initialiser un mot de passe, un mail pour dire que votre compte a été compromis et donc il faut le sécuriser en mettant tel ou tel paramètre additionnel. Il faut faire hyper attention à tous ces exemples-là. Voilà, ce n'est pas exhaustif. Et pour détecter un mail de phishing, il faut apprendre à balayer ou à survoler les URL avec votre souris. Donc, vous recevez un mail avec des liens à l'intérieur ou des mots où on vous dit cliquez ici avec un lien derrière. Il faut toujours utiliser la souris pour survoler le lien avant de cliquer. Vous allez voir qu'on va vous dire l'URL qui est vraiment derrière. Donc, si la personne veut se faire passer pour Google et que ce n'est pas le nom de domaine de Google, il ne faut pas cliquer. Voilà, il ne faut pas cliquer parce que c'est évidemment une tentative de phishing. Quand vous cliquez sur des liens, il faut également vérifier que ce sont des liens HTTPS parce que les entreprises respectables qui vont vous écrire ne vous enverront jamais vers un site qui n'est pas HTTPS. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est HTTPS que ça veut dire que c'est sécurisé. Les pirates savent également s'en servir pour vous tromper. Donc, une fois sur le site de destination, assurez-vous encore une fois dans l'URL qui est affichée qu'elle correspond bien à celle du site que vous pensiez visiter. Et dans les entreprises, il faut utiliser des solutions d'anti-spam et anti-phishing qui existent. Je reviens encore sur Quad9 qui permet de bloquer les URL malveillantes ou les URL de phishing si vous le configurez sur votre ordinateur. Donc, à la fin de la séance, je pourrai vous afficher le site et ceux qui peuvent pourront aller paramétrer leurs ordinateurs personnels dans ce sens-là ou encourager leur entreprise à mettre en place ce type de solution. Alors, le phishing peut conduire à des attaques au niveau des entreprises. Donc, un type d'attaque qu'on appelle le business email compromise, donc la compromission des mails d'entreprise. On parle souvent d'arnaque au PDG ou d'arnaque au directeur financier. Ce sont les conséquences de business email compromise. Ce type d'attaque permet à un pirate de se faire passer pour une personne d'importance, une personne d'influence dans l'entreprise et va demander à un employé de réaliser une action, un paiement d'une facture. Voilà. On a vu des cas, par exemple, où un directeur financier qui a vu son compte piraté, les hackers sont passés par son compte pour écrire à son trésorier pour dire désormais, il faut payer tel fournisseur ou bien voilà le nouveau numéro de compte de ce fournisseur. Il faut le mettre dans le système pour que leur prochaine facture soit payée sur ce compte. Évidemment, c'était des faux comptes ou c'était des fausses factures. Et si les employés n'ont pas été vigilants, ces transactions sont effectivement exécutées. Ça arrive dans des banques. On a vu des cas où des pirates se sont fait passer pour ont falsifié des documents de juges ou de magistrats pour demander, par exemple, des saisies de comptes et autres. Donc, c'est vraiment très, très complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ce sont des attaques qui vont toujours démarrer par un email et par l'inadvertance ou le manque de vigilance d'un employé. Donc, pour éviter ce type d'attaques qui sont liées, encore une fois, au phishing, s'il y a des procédures dans l'entreprise, il faut les suivre. Voilà, parce que si une procédure dit que pour payer une facture, il faut passer par telle validation, telle validation, telle validation, il faut suivre cette procédure-là avec beaucoup de rigueur, même si c'est le PDG qui vous écrit et qui vous appelle pour dire, bon, exécute ça rapidement en urgence, mais ce n'est pas à cause de l'urgence qu'on va contourner les règles ou les procédures en place. Il faut toujours vérifier on va dire les informations. Là, on parle de compte bancaire, mais bon, ça peut être d'autres informations. Il faut toujours les confirmer avant d'exécuter un paiement ou un ordre de ce type. Parfois, on vous dit, bon, il y a un compte qui est dans le système, dans l'ERP, mais attention, pour cette fois-ci, voici le compte sur lequel il faut payer en urgence et il ne faut pas tenir compte de celui qui est dans l'ERP. Donc, il faut toujours vérifier. Les emails ou le ton que le pirate va employer va très souvent différer de ce que votre patron utilise comme style. Donc, il faut également être vigilant à ces éléments-là. Si votre patron ne vous a jamais demandé de faire un virement et qu'il le fait une fois, dites-vous qu'il y a quelque chose d'anormal
hein, qui est en train de se passer. Il faut revérifier l'email de l'expéditeur, hein, et parfois en faisant réponse pour vérifier si la personne qui vous écrit est bien la personne qu'elle prétend. Il ne faut pas faire répondre au mail, mais plutôt, hein, retaper l'adresse email de votre expéditeur en envoyant le message. Voilà. Avec ce type d'attaque, on a plusieurs cas réels, dont l'un d'une entreprise d'informatique, de télécom, qui a dû envoyer par erreur, hein, à peu près 15 millions de francs CFA à un fournisseur. Après qu'ils aient commencé à discuter, les pirates se sont introduits dans les conversations et se sont fait passer pour le fournisseur et ont envoyé un numéro de compte fictif en Chine vers lequel l'entreprise a fait le virement. Voilà. Et simplement par inattention, ils ont effectué ce paiement sans appeler par téléphone le fournisseur pour confirmer que le numéro de compte était bien le leur. Et voilà, ils ont perdu 15 millions de francs CFA. Et ça peut causer la perte ou même la fermeture d'une petite entreprise. Le phishing aussi évolue, donc c'est la tendance. Il y a des variantes. Il y a maintenant le smishing, donc il y a un phishing par SMS qui permet à un pirate de se faire passer pour quelqu'un via un SMS. Donc, il faut toujours vérifier, appeler la personne, l'individu qui vous écrit pour confirmer que c'est bien lui qui vous a écrit, parce que c'est très facile de se faire passer pour une autre personne aujourd'hui. Le phishing, c'est le phishing par vocal, hein, donc voice phishing en anglais, qui permet aujourd'hui d'usurper la voix d'une personne tierce pour obtenir des informations, hein, personnelles. Donc, il ne faut jamais vous fier au téléphone. Si un de vos collègues vous demande quelque chose par téléphone, il faut lui envoyer l'information par le canal habituel, à savoir le mail ou le courrier, plutôt que de révéler cette information au téléphone parce qu'on croit savoir qui est à l'autre bout du fil. Voilà. Aujourd'hui, pour les confirmations de chèques, par exemple, dans les banques, les gens sont capables de cloner les voix et même de cloner les cartes SIM, de sorte à ce que quand on vous appelle, c'est eux qui décrochent et font croire à la banque que c'est vous qui êtes en train de confirmer le chèque. Donc, il faut toujours revérifier en cas de doute, hein, et comme je l'ai dit tantôt, respecter les procédures en place et ne rien donner comme information confidentielle, hein, par téléphone. Voilà. On parlera maintenant des ransomware et je pense qu'on va terminer là et passer à la série des questions. Alors, le ransomware, c'est un logiciel, c'est un virus, donc on parle de logiciel malveillant qui a pour but de mettre votre ordinateur en otage ou vos données en otage. Donc, prendre vos données en otage, c'est les crypter. Donc, il crypte vos données et pour les décrypter, vous êtes obligé de payer une rançon qui vous permettra d'avoir la clé pour décrypter vos informations. En général, l'attaque de ransomware passera par un email de phishing ou par une clé USB, hein, que vous récupérez. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent vous offrir des clés USB. Hein, et voilà, vous la prenez alors que là-dessus, il y a un fichier malveillant qui peut effectivement causer d'énormes dégâts comme un ransomware. Aujourd'hui, on parle aussi de double extorsion, c'est-à-dire que non seulement on menace de ne pas décrypter vos données, mais en plus, les pirates peuvent menacer de divulguer vos informations, pardon, parce qu'ils les ont copiées pendant l'attaque. Et donc, si elles sont confidentielles et que vous ne voulez pas qu'ils les divulguent, vous êtes doublement obligé de leur payer la rançon. Donc, en tant qu'employé, il faut éviter les mails que vous n'attendiez pas. Okay? Il faut éviter de cliquer sur les liens que vous recevez dans des mails, surtout provenant de personnes que vous ne connaissez pas. Vérifiez toujours les sources des messages que vous recevez. Quand vous êtes en déplacement, je l'ai dit tantôt,
n'utilisez pas les Wi-Fi non sécurisés et, si possible, utilisez un VPN pour pouvoir rendre confidentielles vos communications sur ce type de réseau-là. Ne pas installer de logiciels dont la source n'est pas connue. Les logiciels pirates, les logiciels pour pouvoir profiter d'un logiciel qui est payant et qu'on va chercher à craquer, par exemple, et même les téléchargements illégaux de films sur les plateformes de torrent, etc. Aujourd'hui, avoir des films légaux avec Netflix est devenu tellement moins cher que vraiment, ça ne vaut même plus la peine de chercher à aller télécharger des films sur uTorrent, etc. Ce sont des risques supplémentaires pour pouvoir être victime de ransomware. Voilà. Donc, j'ai fini. On a reçu quelques questions. Donc, la première question dit, ceux qui veulent poser des questions par un canal vocal, hein, Evelyne, si tu es là, tu peux prendre la main pour coordonner la séance des questions-réponses. Et pendant que moi, je lis celles qui sont ici. OK, donc la première question, c'est comment faire pour que ces pratiques soient ancrées dans le quotidien des employés. Alors, il y a le premier moyen, c'est ce type de séance. Nous, à Agili, on est là pour ça, mais vous pouvez également vous organiser à votre manière. Il y a également des plateformes en ligne, hein, sur lesquelles on peut vous recommander. À la fin de la présentation, il y a un lien. Si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer ici, sur ce lien, remplir le formulaire et puis on pourra vous mettre en essai gratuit sur une de ces plateformes-là. Donc, l'idée, c'est que l'employé, déjà, dès que vous faites un nouveau recrutement, une personne qui rentre dans l'entreprise, dans son programme de formation, hein, comment on parle souvent d'induction, il faut inclure une sensibilisation à la cybersécurité. Vous pouvez réutiliser cette présentation, vous en avez le droit pour repartager aux salariés qui arrivent, pour leur dire attention, il faut respecter telle ou telle mesure dans l'entreprise. Il y a également ce qu'on appelle la charte informatique. Si l'employé ne voit pas des règles qui sont clairement établies et qu'il est obligé de respecter, il ne sent aucune contrainte, donc il ne voit même pas le risque de se faire sanctionner s'il est trop imprudent, hein, il a tendance à se laisser aller. Donc, il faut mettre en place, hein, des mini-politiques de sécurité. Je m'adresse à des PME, donc on ne va pas demander à une PME d'organiser sa cybersécurité comme une grande entreprise qui en a les moyens, mais à minima, une charte informatique et des règles d'usage du matériel informatique qui est mis à disposition peuvent aider à rendre les gens un peu plus disciplinés parce qu'ils voient qu'il y a des règles qu'ils doivent respecter et que s'ils ne les respectent pas, ils peuvent se faire sanctionner. La personne qui a posé la question l'a fait de façon anonyme. Donc, moi, je l'invite à nous écrire à marketing@agili.net ou à contacter simplement l'agence Côte d'Ivoire PME et on se fera fort de l'aider, de le conseiller utilement pour pouvoir imposer ces bonnes pratiques. En moyenne, il est recommandé de faire une formation comme celle-ci tous les trimestres à tous vos employés. Et puis, vous avez des plateformes qui vous permettent de vérifier qui a fait la formation et qui ne l'a pas fait. L'entreprise, par exemple, où celui qui n'a pas appliqué une formation peut être sanctionné, ou celui qui a fait la formation peut avoir un bonus ou une récompense. Voilà, donc toutes ces techniques-là sont possibles pour encourager les employés à être un peu plus prudents dans l'utilisation. Qu'est-ce qu'une PME peut faire lorsqu'elle constate qu'elle est victime d'une attaque? Donc, un ransomware, prise de contrôle d'un compte, mail ou serveur. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, déjà, Agili est une société de services informatiques qui est spécialisée dans la cybersécurité. Difficile de faire face à ce genre d'attaque tout seul, voilà, sans un spécialiste pour vous accompagner.
Même les grandes entreprises ont des difficultés malgré l'ensemble de leurs équipes informatiques. Donc, à plus forte raison, vous qui êtes une PME. Donc, il faut contacter un spécialiste qui viendra vous aider à répondre, à faire face à l'attaque une fois qu'elle est survenue. Mais par contre, au-delà de tout, la plus forte de nos recommandations, c'est de prévenir ces risques-là. Voilà. Pour une PME, je pense que c'est beaucoup moins coûteux de prévenir plutôt que de chercher à réagir. Donc, dans le webinaire de la semaine dernière, si vous nous écrivez, on pourra vous renvoyer l'enregistrement et également vous envoyer la présentation. On peut également la refaire pour vous au cours d'une séance particulière. Il y a un certain nombre de mesures basiques que vous pouvez prendre pour éviter justement ou bien pour réduire les risques d'être attaqué. Quad9, qui est gratuit et qui permet d'éviter que vos employés téléchargent n'importe quoi. Les antivirus, la sauvegarde de vos données, et tous ces éléments-là doivent vous permettre de prévenir les attaques. Donc, je vais répondre après par écrit aux deux questions. Gérard, on a aussi une question dans la discussion. Oui. Voilà, donc en tant que gérant d'une entreprise, comment on peut avoir des admins de nos mails et sites web lorsque nous travaillons avec un prestataire externe? Ok. Ça, c'est une super question. Je la trouve tellement importante. Agili existe depuis 5 ans. Et je vous assure, depuis que nous exerçons, on a dû rencontrer au moins une dizaine de sociétés qui ont confié leur messagerie professionnelle ou la gestion de leur site web à des entreprises peu fiables, parfois à des individus. C'est-à-dire, il faut retenir une chose. Quelqu'un qui est un bon webmaster ou bon web designer n'est pas forcément un bon informaticien. Et malheureusement, je suis désolé, hein, si je suis un peu direct, on a beaucoup de nos jeunes frères qui sont très bons pour faire des sites web, mais qui proposent également aux entreprises d'héberger ces sites web et de gérer leur messagerie, alors que ce n'est pas leur métier. C'est très fréquent que ces jeunes qui sont de très bonne volonté, finalement, ont des difficultés, donc ne peuvent plus gérer ces plateformes qu'ils ont mis à disposition de l'entreprise. Et l'entreprise est dans un désarroi pas possible, parce que le mail est vital pour certaines sociétés. On cherche à joindre le jeune homme, il n'est pas joignable, il a disparu de la circulation parce qu'il est en voyage, etc. Et ça devient compliqué. Donc, de grâce, un webmaster n'est pas un fournisseur de solutions de messagerie. C'est deux métiers totalement différents. Mais de plus, dès l'instant où une personne, quelle qu'elle soit, crée un site web pour vous ou achète un service d'hébergement ou vous fournit un nom de domaine ou un service de messagerie, demandez-lui dans l'immédiat de vous donner les accès administrateurs à ces plateformes-là. Demandez-le lui, c'est votre droit. Vous êtes en droit de le lui exiger avant de payer sa facture. Si vous n'avez pas les accès ou qu'il vous dit, bon voilà, vous êtes sur une plateforme où il y a plusieurs clients, donc on ne peut pas, etc., n'allez pas avec cette personne. Voilà. Il y a des entreprises comme nous, et il y en a d'autres. Adressez-vous à des gens, des professionnels dont c'est le métier pour fournir des services de messagerie ou des services d'hébergement de sites web. Le webmaster, son travail, c'est de créer le site, c'est de le concevoir. Ce que j'explique à certains, quand vous confiez à un maçon de faire votre maison, mais ce n'est pas lui qui va choisir un terrain quelque part pour construire la maison pour vous. Vous dites, voilà ma maison, voilà mon terrain, viens construire ici. Donc, il vient dans votre domaine pour construire la maison. Donc, il ne se lève pas pour aller quelque part à Tartampion, et puis bon, voilà, votre maison, elle est construite, elle est quelque part là-bas, et vous ne savez même pas où elle est. Ce n'est pas normal. Et ça, il faut le faire immédiatement, avant qu'une année n'arrive ou que 2 ans arrivent. Voilà. Et chez nous, c'est primordial. Un client qui demande un service et qui l'achète, il a automatiquement les accès. Donc, vous avez le droit de l'exiger. Hein, pour Madame Cynthia qui a posé la question. Et on est prêt, encore une fois, à vous aider à régler ces questions-là. Voilà. Si vous êtes dans une sorte d'impasse avec un prestataire, parfois vous ne parlez pas le même langage, il faut qu'en face, il y ait quelqu'un qui peut comprendre ce qu'ils disent ou leur expliquer ce que vous voulez effectivement. Donc, sur ça, on est prêt à aider
contactez-nous et on le fera. Alfred qui dit, d'accord, donc partagez la présentation, aucun souci, on va vous partager la présentation. On va partager la présentation. Une bonne application. Alors, une bonne application, déjà, si c'est en rapport avec le Shadow IT, il faut savoir que vos informaticiens peuvent vous aider, ils sont là pour ça. Vous voulez utiliser un outil, demandez-leur leur avis. En général, ici, ils connaissent et ils pourront vous dire oui, oui ou non, vous pouvez vous servir de telle application. De deux, il y a des sources officielles pour télécharger un logiciel. Vous allez sur leur site, vous l'achetez, mais quelqu'un vient vous proposer d'installer le logiciel et puis de le craquer pour 10 000 ou pour... Ce n'est pas la peine. Vous courez 80% de chances de vous faire pirater vos données un matin. Voilà, donc utilisez des sources officielles. Pareil pour un téléphone. Vous voulez télécharger un logiciel sur Android, mais allez sur Play Store. Ne le faites pas sur, allez sur une plateforme tierce pour télécharger. Play Store existe, Apple Store existe. Donc, c'est là-bas qu'il faut prendre des applications officielles. Voilà ce que je peux dire. Non, oui, Romuald, CK, non. Il demande si, après une attaque de ransomware, il faut obligatoirement payer la rançon. Hein, sinon, comment récupérer les données? Alors, l'idéal, c'est de sauvegarder les données en amont. Maintenant, si vous ne les avez pas sauvegardées et que ces données sont vraiment vitales, je ne suis pas en bonne posture pour vous dire de ne pas payer une rançon. Okay? Si vous êtes obligé parce que vous en avez, vous y êtes contraint, hein, c'est de votre responsabilité de prendre la bonne décision. Alors, nous, on n'est pas des spécialistes en la matière, mais il existe de plus en plus, je pense à l'étranger, des sociétés qui savent négocier avec les hackers. Je n'ai malheureusement jamais eu affaire à des entreprises ici qui ont payé des rançons, mais ça existe. Je ne vais pas vous citer les noms dans le webinaire, mais il y a des entreprises qui ont dû payer des rançons en passant par des systèmes parallèles de paiement en Bitcoin pour pouvoir envoyer des paiements à des pirates. Donc, si vous n'avez pas le choix, ok, il faut payer. Voilà. Maintenant, le mieux, c'est de se prévenir, c'est de prévenir les attaques et empêcher que l'attaque ait lieu en premier lieu. Voilà. D'autres questions? Oui, Gérard, j'ai été de connecter, je pense que je me suis reconnecté. Vous pouvez continuer de poser les questions dans la rubrique questions-réponses ou dans la rubrique discussion. Vous pouvez aussi lever la main, s'il vous plaît, pour poser les questions à M. Gérard. D'autres questions? Gérard, il me semble que le cours a été suffisamment bien administré. Les gens ont compris. Je pense que comme ça, d'accord. Voilà, il n'y a pas suffisamment de mains levées. Donc, Evelyne, je ne sais pas si elle est en ligne. Evelyne? Ok. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Donc, Gérard, il y a une question de nos spectateurs anonymes. Quelles sont les attaques les plus courantes, les plus fréquentes en Côte d'Ivoire? Ok. Alors, il y a plusieurs sources qui en parlent. Et je vais répondre à la question sur deux volets. Le premier volet, c'est ce que nous observons. Voilà. Ce que nous observons chez nous, au travers des clients, des partenaires ou des gens qui nous sollicitent. L'attaque la plus fréquente, c'est le phishing. C'est le phishing qui vise généralement les comptes Microsoft 365 ou parfois les comptes Gmail.
Voilà, donc ça, c'est très fréquent de mails que vous allez recevoir qui essayent d'obtenir de votre part que vous rentriez des informations sur votre compte de messagerie professionnelle Microsoft. Donc ça, je pense qu'en premier lieu, c'est ça. Le deuxième type d'attaque, je ne sais pas si je peux parler de spam, hein, mais il y a des clients, par exemple, qui reçoivent énormément, mais énormément de messages chaque jour qui les invitent à aller cliquer sur des liens. Donc, la plupart du temps, ces messages sont bloqués par nos outils et on soupçonne que derrière ces liens, il y ait des codes malveillants qui peuvent infecter le navigateur de la personne qui clique dessus. Donc, on peut parler de spam avec distribution de malware ou redirection sur des sites malveillants. En troisième lieu, je vais mentionner la prise de contrôle des serveurs web. Voilà. Et en général, comment ça se manifeste ce type d'attaque? Le client a un site web hébergé quelque part et qui n'est pas très bien protégé. Souvent, c'est les sites web qui comprennent, qui sont faits avec WordPress, qui est un système très vulnérable. Et donc, les pirates contournent la sécurité traditionnelle de l'hébergement et puis installent un malware sur le serveur d'hébergement de l'entreprise. Et à partir de ce serveur, vont commencer à lancer des attaques de phishing vers d'autres personnes dans le monde. Donc, finalement, votre site web qui a été piraté devient lui-même la source d'une attaque pour cibler d'autres entreprises de par le monde. Et la conséquence, elle est très, très négative parce que, au bout du compte, votre site est signalé comme étant un site malveillant, votre nom de domaine est bloqué, votre hébergement est suspendu et parfois, vous ne pouvez plus travailler. Voilà. Les gens viennent sur votre site, ils voient un message qui dit non, ce site est un site pirate avec un message rouge et vos visiteurs ne peuvent plus accéder à votre site et vous-même, vous ne pouvez même plus accéder à votre messagerie. Voilà, ça, c'est les attaques. On en a eu au moins une dizaine dans les 12 derniers mois et on a eu des clients tout dernièrement qu'on a dû dépanner sur ce genre d'attaque-là. Donc, c'est pour ça qu'il est très, très important de protéger les sites web. Même un site web basique où il n'y a aucune information sensible a besoin d'être protégé parce qu'il peut servir de base, attaquer d'autres sites et ternir votre réputation. Donc ça, c'était le troisième type d'attaque. Donc après, le quatrième, ce sont je pourrais citer les ransomware, parce qu'on est dans le domaine des PME des entreprises. C'est très fréquent. Je pense qu'on en entend parler 2, 3, 4 cas par an. Et puis enfin, bon, la prise de contrôle des boîtes mail. Voilà. Si vous êtes victime d'un phishing, le pirate ayant eu accès à votre compte, il va à son tour redistribuer des malwares à vos contacts. Et à partir de ce moment-là, vous êtes vous-même également en train de devenir un attaquant. Donc, voilà en gros ce que je peux dire. Maintenant, j'ai dit qu'il y avait une deuxième source. J'ai reçu très récemment une étude de Europol. Donc, je pense que ce qu'on va faire, on va vous mettre le lien de cette étude-là dans la distribution des pièces du webinaire. Donnez-moi 30 secondes. Je vais essayer de retrouver quelques infos sur ce. De Europol. J'ai reçu ça seulement hier. Pendant ce temps-ci, il y a d'autres questions. Ah, je vois une question ici. Ah oui, c'est bon, ça j'ai répondu. Monsieur Adiko veut que je revienne sur…
Oui. Alfred Adico qui vous demande si vous pouvez revenir sur la... Voilà. OK, d'accord. Donc, ce que j'ai dit ici, c'est que les clés USB peuvent contenir parfois des informations sensibles. Donc, le premier réflexe, c'est que tous les utilisateurs se sentent responsables de la sécurité des clés qu'ils ont dans leurs mains. Voilà, c'est très important. Et ensuite, il faut protéger les clés avec des mots de passe. Aujourd'hui, la plupart des clés modernes peuvent être sécurisées avec des mots de passe. Voilà. Autre élément, la clé est avant tout un équipement de transfert et non pas un équipement de stockage. Donc, sa vocation n'est pas de conserver les documents, mais plutôt de les transférer. Voilà. Donc, il est très important de le comprendre et de faire en sorte que j'utilise la clé uniquement pour passer un fichier à une personne tierce. Voilà. En lieu et place de l'utiliser pour conserver. Donc, une fois que j'ai fini de transférer, mon réflexe doit être d'effacer le document que je viens de transférer pour que sur la clé, il n'y ait quasiment rien ou que ce soit juste des choses de peu d'importance qui sont là. Donc, voilà un peu ce que j'avais partagé. Bon, évidemment, il ne faut pas mettre une clé dans un ordinateur dans lequel vous n'avez pas confiance au risque de récupérer un virus. Et il y a d'autres petites mesures comme ça que vous pourriez prendre pour aller plus loin. Donc, si M. Adico a d'autres points ou d'autres détails qu'il voudrait avoir, vous pouvez prendre la parole en audio. Vous levez la main, on vous donne la parole et puis vous pouvez poser votre question. Merci beaucoup. Pour convaincre ces dirigeants qui ont parfois du mal à avoir tout sur investissement. Mamadou, on ne t'entend pas bien. Donc, On ne t'entend pas du tout, Mamadou. On avait une question. Ah, ok, je vois la question. Ok, donc il demande, est-ce que les dirigeants comprennent les enjeux liés à la cybersécurité? Bon, ma réponse immédiate, c'est non. Hein, de façon générale, hein. Il y a certains qui comprennent, mais de façon générale, je pense que les gens ne comprennent pas. Voilà. Ils sont pas ouverts quand on leur parle de la question ou qu'on essaie de faire des propositions. Les gens ne voient pas l'enjeu. Même, je ne parlerai même pas de retour sur investissement parce qu'il ne s'agit pas toujours d'argent. Quand on parle de cybersécurité, il ne faut pas tout de suite voir que non, c'est trop cher, est-ce que je pourrais payer? Non. Et c'est peut-être là aussi le problème. Tout le monde a l'impression que pour être protégé, il faut dépenser des centaines de millions comme les grandes entreprises. Ce n'est pas le cas. Voilà. Avec des petites choses, on peut avoir un bon niveau de sécurité, de protection. Voilà. Donc, à mon avis, non. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais peut-être amener la question à M. Yoda. Je pense qu'avec cette petite initiative, il y a des idées qui vont commencer à émerger. Et dans le cadre du cluster TIC, on peut en faire un point particulier
et puis généraliser des séances de sensibilisation au niveau du cluster TIC sur ce sujet-là, qui est quand même très, très important. Voilà, donc si il y a, on va dire, une implication institutionnelle comme l'Agence Côte d'Ivoire PME, peut-être que le discours passera un peu plus, plutôt que quand c'est nous les vendeurs qui abordons le sujet. Hein, les gens se disent attention, ils veulent encore nous vendre des produits, donc on ne veut pas les écouter. Voilà. Les gens pensent qu'on en a après leur porte-monnaie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Evelyne, tu m'entends? S'il n'y a pas de questions pour M. Gérard? Evelyne? Gérard, vous m'entendez? Oui, moi, je t'entends. OK. Je ne vois pas de questions, je ne vois pas de main levée. Donc, oui. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, tout à fait. Donc, si tu peux peut-être résumer rapidement pour un peu l'auditoire et puis on va boucler. D'accord, OK. Effectivement, il est 11h27, donc c'est le bon timing. Oui. En tout cas, merci à tout le monde encore d'avoir participé. Je pense qu'on a eu un peu plus d'attention même que la dernière fois, avec beaucoup plus de questions. C'est très intéressant. Je pense que c'est une bonne tendance. Pour résumer, je pense que vous, en tant qu'employé, et s'il y a des dirigeants également parmi nous, les employés sont a priori un maillon faible, mais on peut les convertir en une ligne de défense efficace contre les cybermenaces, simplement en les formant et en les sensibilisant et en les mettant face à leur rôle. Toutes les mesures qu'on a expliquées également, faire attention aux informations communiquées sur les réseaux sociaux, attention aux clics, etc., la prudence qu'il faut avoir, toutes ces mesures-là sont surtout à appliquer dans votre vie quotidienne. Donc, pas uniquement quand vous êtes en train de travailler, parce que le digital est un monde incertain, même s'il est plein de richesses, mais c'est un monde incertain et il faut être hyper vigilant, être conscient des risques qu'on a présentés dans ce que vous faites tous les jours. Donc, je vous recommande très fortement de cliquer sur le lien que vous voyez là, ici, quand vous recevrez la présentation et rendez-vous sur le lien, inscrivez-vous. Vous recevrez dans les 24 heures les accès à la plateforme de formation qui a servi de base à ce webinaire et vous pourrez vous-même vous former avec des vidéos simples et basiques pour comprendre ces enjeux-là. Et pour les dirigeants, c'est une plateforme qui permet de surveiller l'action de vos employés pendant qu'ils sont en train de faire la formation. Donc, nous sommes ouverts. Je pense que vous avez tous nos adresses e-mail et nos contacts. Donc, n'hésitez pas, écrivez-nous. S'il le faut, contactez simplement l'agence Côte d'Ivoire PME également par les réseaux sociaux et ils nous feront le relais de vos questions et de vos préoccupations et on est prêt à vous assister. Je répète encore, c'est vrai, on n'est pas des philanthropes, mais dans le cadre de notre collaboration avec l'agence PME, on est prêt à vous donner des conseils gratuits et à vous assister pour régler vos problèmes. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Monsieur Gérard Kona. Merci pour cette brillante présentation. Je pense que on a déjà eu droit le jeudi 21 octobre passé à une première session dédiée aux dirigeants du PME. Et le thème était comment comprendre les cyber-risques pour les PME et comment les prévenir. Je pense que au cours de cette session, on a vraiment eu droit à la présentation d'outils simples, d'outils gratuits, effectivement, et puis de gestes assez simples pour éviter de se faire pirater.
Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 28 octobre. Nous avons également eu droit, cette fois-ci destiné aux employés des PME, comment éviter les cyber-risques pour les employés des PME. Je pense que c'est aussi une session assez extrêmement enrichissante avec des recommandations, des méthodes, des outils également simples effectivement pour éviter de tomber dans le piège des cyber-hackers. Donc, moi, je voudrais remercier M. Gérard Conan, le CEO de Agili, au nom de la direction générale de l'agence Côte d'Ivoire PME. On vous dit vraiment merci. Bon, j'ai fait le point du premier webinaire, la première session à mon DG, M. Bama Salimou, qui a souhaité également que je puisse vous transmettre ses salutations. Il est très, très heureux déjà de cette collaboration. Donc, je voudrais dire également à Agili que nous travaillons pour les PME. En général, les PME n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, nous sommes déjà très ravis que ces deux sessions puissent se faire à l'endroit dans l'approche, effectivement, pour aller beaucoup plus loin sur des outils beaucoup plus simples. Donc, nous souhaitons également, nous faisons le plaidoyer que la tarification puisse être assez adaptée à la cible, qu'est effectivement les petites et moyennes entreprises. En tout cas, merci beaucoup. Je sais déjà que vous avez déjà anticipé cela. Donc, merci à tous, merci aux différents dirigeants, merci à Evelyne, merci à Gérard. Nous sommes vraiment satisfaits de ces deux sessions, de ces deux présentations avec Agili. Merci de cette collaboration. Nous sommes toujours disponibles pour d'autres sessions, soit en présentiel ou toujours en ligne avec les petites et moyennes entreprises. Merci à tous. Merci Gérard. Vous pouvez peut-être avec Evelyne conclure. OK. Pour moi, c'est bon. Je pense qu'on a assez parlé. Si Evelyne n'est pas là, on va dire merci à tout le monde. Et puis, vous donnez rendez-vous. Ah, OK. Merci. Donc, merci à tout le monde, à tous les participants. Je pense que tout a été dit. L'essentiel, c'est que l'Agili reste à disposition pour toute préoccupation, pour l'assistance, pour les essais gratuitement, comme M. Conan l'a dit. Donc, nos remerciements vont à l'endroit de l'Agence Côte d'Ivoire PME, à l'endroit de M. Conan, qui est toujours disponible pour nous, et aussi à l'endroit des participants qui ont donné de leur temps pour être avec nous. Donc, merci encore. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Nous allons vous partager les ressources comme d'habitude. Merci.